Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter des informations sur les troubles de la fonction vésicale dans le cas du syndrome Ehlers-Danlos. Je suis le professeur véhiculaire du Collège impérial de Londres, Royaume-Uni. Le syndrome d'hypermobilité articulaire, comme vous savez, a été défini comme une augmentation du mouvement actif ou passif des articulations au-delà de la normalité. Donc, il s'agit d'un syndrome d'hypermobilité articulaire qui est un problème d'hérédité du tissu connectif, des problèmes du tissu connectif, et ceci n'a pas été tout à fait considéré. L'un des éléments clés, c'est qu'il s'agit d'un système, donc d'un trouble multisystème. Je vais vous en parler, je vais vous parler de la fatigue, je vais vous parler du syndrome de douleur, je vais vous parler de problèmes gastro-intestinaux, mais plus spécifiquement, en ce qui concerne la vessie, il y a bien sûr des éléments concernant l'incontinence, de la douleur au niveau vésical et des prolapses au niveau pelvique. Mais je vais commencer au niveau pelvien. Je vais commencer en vous présentant des informations sur le LUTS, c'est-à-dire le conduit urinaire bas, Low Uterine Tract Syndrome, dans le cas des enfants qui ont ce syndrome SED. Nous voyons, ceci a été diagnostiqué et avec l'index de Beighton, l'index bulbénin, et ils ont des problèmes d'incontinence nocturne, d'incontinence pendant la journée. Dans le cas de ces filles, 38% comparé avec 14% la nuit et 13 comparé à 2%. Donc des infections au niveau urinaire qui sont importantes. Considérant les adultes, 195 femmes avec des dysfonctions, avec des problèmes urinaires ont dû aller à l'hôpital dû à des problèmes urinaires et ils ont rempli ces questionnaires qui a été créé par Graham et par ces outils de diagnostic. Ils ont eu le CED avec hypermobilité, ce qui est très important. On a constaté que ces femmes avaient donc un pourcentage plus élevé donc ils devaient aller à la salle de bain immédiatement, ils avaient des pertes urinaires, ils avaient besoin, ils devaient se lever le soir, besoin des urgences pour aller donc à la salle de bain, ils avaient besoin d'uriner immédiatement. Et c'est dû à ce tissu qui peut être étiré, qui peut être flexible. Ils ont des probabilités de pertes urinaires, c'est ce que j'en ai pensé, mais ce n'était pas le cas. Alors, on va parler donc de ce LUTS, de ce type, dans le cas des femmes qui ont des problèmes donc d'hypermobilité articulaire. 30 femmes, et ceci a été étudié, 30 femmes ont été comparées avec des contrôles. On a utilisé les questionnaires de King's pour voir donc, et on a constaté qu'il y avait de l'incontinence urinaire. Dans cette clinique, 60% avaient de l'incontinence urinaire comparé au contrôle qu'il avait au niveau de 30%. Et puis il y avait de l'incontinence fécale, 23% comparé à 0% chez les contrôles. Ceci signifie qu'il y avait des problèmes de qualité de vie qui étaient très importants, non seulement au niveau vésical, mais aussi au niveau fécal. Et quels sont donc dans la population générale, vous avez de l'incontinence urinaire dans les membres donc de cette association des patients au Royaume-Uni qui sont qui ont des problèmes d'hypermobilité et ils ont été demandés de répondre à un formulaire, de remplir un formulaire sur l'incontinence urinaire. 373 femmes ont été donc diagnostiquées, 39% ont répondu et 30% donc chez les contrôles et 69% ont parlé d'incontinence urinaire. L'incontinence fécale, donc 14-15%. Chez les contrôles, 2%. Donc vous avez une augmentation aussi, quand il y a une augmentation du poids, il y a une augmentation de l'incontinence fécale. Et nous allons parler du syndrome de tachycardie posturelle orthostatique.
stop. 22% avaient donc le cas stop confirmé et le syndrome SED. 20 femmes avaient donc des hyperactivités du détruseur en même temps, bien sûr. Ils avaient des douleurs, ils avaient donc le système de la vessie douloureuse. Donc vous voyez qu'il y a des problèmes. Donc c'est une hyperactivité douloureuse aussi dans le cas de la vessie urinaire. Alors que se passe-t-on avec le LUTS et le type hypermobile du syndrome LR dans l'os? C'est beaucoup plus fréquent chez la femme, 4 comparé à 1. C'est divisé en 3 groupes. Un groupe qui va donc vider la vessie urinaire 2 ou 3 fois par jour. C'est pas fréquent. De grandes quantités de liquide est vidé, bien sûr, mais bien sûr, la réalité, c'est la préoccupation, c'est que ces sujets vont développer des problèmes de rétention de liquide, d'urine. Dans le passé, c'était considéré comme le Fowler syndrome et c'était un rapport au niveau urétral qui ne va pas se relâcher pendant le fait de vider la vessie. Et c'est très difficile, une fois qu'il y a une rétention, il est très difficile de corriger. Mais il y a quelques techniques qui nous permettent de le faire. Il y avait un autre groupe qui avait donc des urgences, qui devaient aller 8 fois par jour à la salle de bain. Ils devaient se lever le soir. Ils avaient des urgences, des incontinences urinaires. Et dernier groupe, le groupe de la vessie douloureuse. Et c'est bien sûr, c'est très douloureux quand la vessie se remplit. Donc elle doit vider la vessie très fréquemment. Alors que se passe-t-il au niveau de la vessie des sujets qui ont cette fréquence pour vider la vessie? Le groupe en général, vous avez ici cette cystoscopie. Quelqu'un a utilisé cette approche à travers l'urètre pour voir la vessie. Et vous voyez ici, à travers la vessie, vous avez donc, quand on fait cette biopsie, on voit que le mastocyte augmente au niveau de cette biopsie. Donc la normalité, eh bien, vous avez ici, ça va de 28, c'est 58 en moyenne, donc ça peut arriver à 100 cellules mastocytes. Et vous avez donc un deuxième élément qui est important, c'est le point de vue des bactéries. Et en 82, il y a eu des études de microscopie électronique, des études murins qui ont étudié, donc, et ils avaient laissé pendant plus de 10 jours Escherichia coli, et vous avez eu des souris qui avaient des biopodes au niveau de la paroi. Et il y a eu des études et nous avons vu que ces jeunes femmes qui avaient des infections vésicales fréquentes avaient, malgré les traitements, avaient à chaque reprise les mêmes bactéries, une et une autre fois, à maintes reprises. Et la question a été, et comment ceci peut s'avérer une réalité si ils ont traité ceci avec des antibiotiques? Ils avaient les mêmes problèmes. Et ces biopodes prouvent que les bactéries peuvent commencer à vivre à l'intérieur de la paroi vésicale. Et quand elles vivent là-bas, en général, elles sont dans un état de latence, pas actives. Et elles peuvent éviter les antibiotiques parce qu'elles sont dans un état de latence. Hannon a étudié ceci en détail, les bactéries dans la paroi de la vessie urinaire. Et vous avez ici les petits biopodes de bactéries, et comment ici il y a plusieurs bactéries qui sont là-bas, qui vont coexister. Mais vous avez le rôle potentiel. Ces bactéries, en général, vont vivre avec nous d'une façon symbiotique. Il faut y avoir donc un équilibre. La vessie n'est pas totalement stérile. Il y a beaucoup de bactéries à l'intérieur, mais ce qui arrive dans le cas de l'hypermobilité articulaire, ces sujets ont des bactéries qui ne sont pas normales. Donc le microbiome urinaire et l'incontinence, vous avez ici qu'il y a donc Aerococcus christensen
qui est associé à donc l'incontinence urinaire. Vous avez ce type de bactéries, Crisensedi. Et vous avez ici, comme vous avez constaté, il y a de la cystite. Ils peuvent boire beaucoup d'eau et les germes vont être vidés, vont être éliminés. Mais ce groupe a constaté, le groupe de Hanan a constaté que malgré tous ces efforts, malgré ceci, est une étude dans les souris, les mêmes bactéries étaient là, mais l'immunoréponse variait et changeait d'après ce qui se passait. Si quelqu'un avait une immunoréponse qui est importante, l'infection était éliminée automatiquement. Si l'immunoréponse était faible, et les bactéries allaient rester à l'urine. Mais s'il y avait une immunoréponse qui était agressive, les bactéries allaient rentrer donc la paroi donc de la vessie et pourraient déclencher une en réalité une infection urinaire, une infection vésicale. Que se passe-t-il avec le système, donc le mastocyte et l'histamine et l'immunité innée? L'un des aspects concernant les mastocytes et l'histamine, les mastocytes se trouvent dans des tissus, comme vous voyez ici. Ils vont libérer des substances chimiques. Il y a 30 substances chimiques qui sont libérées. L'histamine, le plus important, ceci peut provoquer de la douleur, peut provoquer des gonflements, des rages cutanées, de l'inflammation. Et ceci va faire en sorte qu'il y ait une vessie irritable. Et la paroi, donc, comme vous voyez ici, à des infections. Donc, et vous avez d'autres éléments ici du système immune. C'est ce qu'on appelle donc les lectines. C'est donc la voie de la lectine. Vous avez les leucocytes ici, vous avez ici, ceci va vers, et vous avez les Escherichia coli, et il y a une protéine dans ces leucocytes qui permettent d'attraper donc les bactéries. Vous voyez ici, alors ces petites lignes, ceci est en train d'attraper les bactéries Escherichia coli. Si vous n'avez pas ça, alors la personne n'est pas très bonne au moment d'éliminer les infections bactériennes. Ce que vous avez dans le cas de l'hypermobilité articulaire, c'est que vous avez un taux très élevé du syndrome donc de la vessie douloureuse. Chez la femme avec le SED, 40% ont une activité de l'oxydase diamine réduite, vous l'avez ici. Donc, ils ont une intolérance à l'histamine. Et ceci, vous avez donc beaucoup de douleurs et 35% ont une réduction de la quantité de lectine qui va donc s'unir à la mannose. Donc, ce sont des niveaux réduits et dans des infections qui vont récidiver, qui vont arriver à maintes reprises. De l'inflammation donc augmentée due au mastocyte a été étudiée et il y avait des femmes qui n'avaient pas une déficience dans l'oxydase diamine ou diaminoxydase, mais dans d'autres enzymes. Ils avaient un excès, un excès d'histamine et ils avaient des problèmes dans la capacité de détruire de l'histamine. Et aussi, vous avez ici, et je crois que ceci a été présenté par des études de Lyons, du National Institute of Health. Et vous l'avez, ils ont étudié 25 familles avec le SED hypermobile qui ont été étudiées dû à la fatigue, fibromyalgie et le syndrome de l'intestin irritable et de skin rash, des problèmes cutanés. Donc, ils avaient beaucoup plus de copies du gène de l'alpha-typtase. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour une personne qui a des symptômes, donc, comme on a dit, de ces conduits urinaires, de Lowering tract, les gens de 100 femmes qui avaient donc des infections urinaires et le SED avec hypermobilité, ceci a été analysé et c'était positif simplement dans 10%, mais 100% avaient des infections, 100% de ces femmes dans la population normale, ceci aurait donné un 90% de positif.
mais ce n'est pas normal, ce n'est pas un bon test pour ceux qui ont de l'hypermobilité. Ils ont des bactéries multiples. Alors, je vais vous parler parce qu'il y a une contamination et donc on a constaté que à maintes reprises, il y avait des organismes multiples. 60% avaient donc un cut-off qui est donc au-dessous de 100 000 unités qui forment des colonies par ml. Donc moins de 5 000 colony forming units par ml. Donc, alors, que se passe-t-il avec le traitement de ces problèmes vésicaux dans le syndrome SED avec hypermobilité? Le traitement des symptômes les plus importants sont là. Alors, nous avons donc le mirabegron fonctionne bien. Alors, en ce qui concerne la fonction vésicale, ça ne va pas donc interférer avec la fonction vésicale. La chirurgie fonctionne pour éliminer l'incontinence vésicale, mais attention à l'inflammation vésicale parce que ceci s'empire avec la chirurgie. La douleur répond bien à des traitements péros, donc avec des antihistaminiques type 1, type 2, ou avec des stabilisateurs comme rabatidine ou kétoduphène. Et nous avons aussi d'autres médicaments intravésicaux qui fonctionnent bien et qui peuvent calmer donc la vessie. Mais les infections doivent être traitées, sinon on ne va pas améliorer. Comme conclusion, il y a des taux très actifs, des vessies avec beaucoup d'activité chez la femme, avec le type hypermobile du SED, l'urine et donc les études d'urine et les biopsies vésicales ont montré multiples organismes. Nous avons une réduction de l'oxydase diamine et nous avons donc une réduction de la lectine qui va s'unir à la mannose, ce qui mène à des infections urinaires. Merci beaucoup de votre aimable attention.